L'explosion résonne encore dans mes oreilles. Même après 69 ans, c'est toujours la même chose. Je me réveille au milieu de la nuit, le cœur battant comme un tambour de guerre, les mains tremblantes comme des feuilles sèches en automne normand. Marguerite, ma femme depuis 50 ans, me secoue doucement par l'épaule. « Encore, Henri ?» Elle chuchote dans l'obscurité. « Tu as encore crié « Marcel, Marcel ». Ce nom que je porte comme une cicatrice invisible gravée sur la poitrine. Mon meilleur ami, mon frère d'armes, le gamin de Lyon qui riait trop fort et rêvait de retourner à la boulangerie de son père. Je m'appelle Henri Dubois. J'ai 89 ans, vétéran de la guerre d'Algérie. J'habite une petite maison à Avignon, entourée de lavandes et de souvenirs qui refusent de m'abandonner. Chaque sainte nuit, pendant presque 7 décennies, je me réveille avec le même cauchemar. L'explosion, le cri de Marcel, et cette certitude qui me ronge de l'intérieur comme de l'acide. J'aurais dû le tirer vers moi avant. L'odeur de poudre brûle encore mes narines quand j'ouvre les yeux. Le métal chaud du fusil MAS-49 marque encore mes paumes ridées. Et le son, mon Dieu, le son de ce cri désespéré qui a traversé le désert algérien et n'a jamais cessé d'écho dans ma tête. « Marcel !» Je crie en retour, mais c'est trop tard, c'est toujours trop tard. Marguerite allume la lampe de chevet. Ses yeux bleus, toujours beaux malgré les années, m'observent avec ce mélange d'amour et d'inquiétude qu'une épouse dévouée sait avoir. « Henri, mon chéri !» elle murmure, « ce n'était pas ta faute. » Mais si, c'était ma faute. Et vous qui avez déjà senti le poids des années sur vos épaules, vous qui connaissez le goût amer du remords qui ne s'efface jamais, vous comprendrez peut-être pourquoi je dois raconter cette histoire. Pourquoi, après tant d'années de silence, il faut que je vous parle de ce jour maudit de mars 1960, quelque part dans les montagnes de l'Aurès, quand j'ai vu le fil de l'embuscade, mais que mes réflexes ont été trop lents pour sauver la vie de mon meilleur ami. Aujourd'hui, je vis dans cette petite maison provençale, où le Mistral fait chanter les volets bleus chaque été. Mes 89 printemps pèsent sur mes épaules comme un sac à dos militaire que je n'arrive jamais à poser. Sergent Henri Dubois, 3e régiment de parachutistes coloniaux. Ça, c'était mon identité pendant 3 ans en Algérie. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un vieil homme qui fait peur à sa femme la nuit. Marguerite et moi, on s'est rencontrés à mon retour d'Algérie en 1962. Elle travaillait comme institutrice à l'école du village de Saint-Rémy-de-Provence. Moi, j'essayais d'oublier la guerre en travaillant dans les vignobles de mon oncle. Elle avait 23 ans, des tresses blondes qui sentaient la lavande, et cette façon douce de poser sa main sur mon bras quand je devenais trop silencieux. Elle ne m'a jamais posé de questions sur l'Algérie. Elle a juste attendu que les mots viennent tout seuls. On a eu 3 enfants. Pierre, maintenant médecin à Marseille, Marie, professeur d'histoire à Toulouse, et Antoine, le plus jeune, qui dirige une petite entreprise de construction à Avignon. Ils ont grandi en entendant parfois leurs parents chuchoter la nuit, sans jamais vraiment comprendre pourquoi papa se réveillait en criant. Mes petits-enfants, Julien, Sophie, Lucas et la petite Emma, ils pensent que grand-père Henri est un héros de guerre. Ils me demandent de raconter mes aventures en Algérie. Comment leur expliquer qu'un héros ne laisse pas tomber son meilleur ami? Comment leur dire que leur jeu de guerre dans le jardin me glace le sang? Quand Julien, 16 ans, joue avec ses copains aux soldats, je vois Marcel partout. Marcel qui avait le même âge quand on a débarqué à Alger en octobre 1959. Marcel Fontaine, fils unique d'un boulanger lyonnais. Il était arrivé au régiment 2 semaines avant moi, encore plus terrorisé que moi par l'idée de partir en Algérie. On est devenus inséparables dès le premier jour d'entraînement à Pau. Lui, c'était le gars qui savait faire rire toute la section même quand on crevait de trouille. Moi, j'étais celui qui savait lire les cartes et qui gardait la tête froide, sous la pression. On se complétait parfaitement. Nos familles correspondaient. Ma mère envoyait des colis à Marcel, et Madame Fontaine m'écrivait comme si j'étais son 2e fils. On avait promis de se rendre visite après la guerre, de devenir témoins de mariage l'un de l'autre, de faire grandir nos enfants ensemble. On rêvait de monter une petite affaire ensemble. Lui, la boulangerie, moi, la comptabilité.
On avait tout planifié, assis sur nos couchettes dans la caserne d'Alger, en regardant les étoiles du désert par la petite fenêtre. Le régiment nous avait surnommés les jumeaux. Toujours ensemble, toujours à se couvrir mutuellement pendant les patrouilles. Le lieutenant Moreau disait qu'on était ses meilleurs éléments parce qu'on se faisait une confiance aveugle. Marcel surveillait mon flanc gauche, je surveillais le sien. On n'avait jamais failli à cette règle. Jusqu'au 15 mars 1960. Ce matin-là, le soleil se levait sur les montagnes de l'Aurès comme tous les autres matins. L'air était encore frais, avec cette odeur sèche du désert qui vous entre dans les poumons et ne vous quitte plus jamais. On avait reçu l'ordre de patrouiller dans un secteur réputé calme, près du village de Sidi Meriem. Une mission de routine, avait dit le capitaine Roussel. Contrôler les voies d'accès, vérifier qu'aucun groupe de félagas ne s'était installé dans la région. Marcel plaisantait en préparant son équipement. Il imitait l'accent du capitaine, ce qui nous faisait tous éclater de rire. Il avait reçu une lettre de sa fiancée Simone la veille, et il rayonnait de bonheur. Elle lui annonçait qu'elle l'attendrait, qu'il se marierait dès son retour. Il m'avait montré la photo qu'elle avait jointe. Une brunette aux yeux noirs, jolie comme un cœur, devant l'église Sainte-Croix à Lyon. « Tu seras mon témoin, Henri », il m'avait dit en glissant la photo dans la poche de poitrine de sa veste de treillis, juste au-dessus du cœur. « Et je serai le tien quand tu épouseras ta belle Marguerite. » On a pris la route à 6 heures du matin. Notre section, 12 hommes, 2 jeeps, des provisions pour 3 jours. Marcel était assis à côté de moi dans la première jeep comme toujours. Il sifflotait un air de Charles Trenet en regardant défiler le paysage. De temps en temps, il me montrait du doigt une formation rocheuse bizarre ou un troupeau de chèvres qui nous observait passer. Si j'avais su que c'était la dernière fois que je l'entendais siffloter. Mais certaines choses, on ne les sait qu'après. Et quand on les sait, il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Les regrets, ça ne ressuscite personne. Ça fait juste que les vivants continuent à mourir un peu chaque nuit, en rêve, pendant des dizaines d'années. Marguerite entre dans la cuisine où je bois mon café du matin en repensant à tout ça. Elle pose sa main sur mon épaule comme elle le fait chaque matin depuis 50 ans. « À quoi tu penses, mon Henri ?» Je ne réponds pas. Comment lui dire que je pense à ce jour où ma vie s'est arrêtée, même si mon corps a continué à vivre 69 ans de plus. Le 15 mars 1960, 6 heures du matin. La caserne d'Alger s'éveillait dans la brume matinale du désert. L'odeur du café militaire se mélangeait à celle du gasoil des jeeps et de la sueur froide des hommes qui s'apprêtaient à partir en patrouille. Marcel était déjà debout, assis sur le bord de son lit de camp, en train de lasser ses brodequins réglementaires avec cette minutie qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. « Henri, tu crois qu'on va voir du grabuge aujourd'hui ?» il m'avait demandé en ajustant les sangles de son pactage. J'avais haussé les épaules. Impossible de savoir à l'avance. L'Algérie, c'était comme jouer à la roulette russe tous les jours. Parfois, vous rentriez le soir en ayant juste marché sous le soleil. Parfois, vous ne rentriez pas du tout. Le briefing avait eu lieu dans la salle de commandement, cette pièce basse de plafond où s'entassaient les cartes d'état-major punaisées au mur et où flottait perpétuellement une odeur de tabac froid et de sueur. Le capitaine Roussel, un homme sec d'une 40aine d'années avec des yeux gris qui ne souriait jamais, avait étalé la carte topographique sur la table de bois brut. « Messieurs, voici votre secteur », il avait dit en pointant une zone montagneuse à une 30aine de kilomètres au sud d'Alger. Village de Sidi Meriem ici. Intelligence nous signale une possible infiltration de rebelles dans cette région. Votre mission, patrouille de reconnaissance pendant 3 jours. Vous contrôlez les accès, vous vérifiez l'état d'esprit de la population locale et surtout, vous me rapportez tout ce qui vous paraît anormal. Marcel avait levé la main. Mon capitaine, les effectifs ennemis? Inconnus, probablement quelques éléments isolés, rien de plus. Une mission de routine, Fontaine. Mais restez vigilants. Ces montagnes sont truffées de grottes et de passages secrets. Les félagas connaissent le terrain mieux que nous. Le capitaine avait fait glisser son doigt le long de la route principale qui serpentait entre les collines rocheuses. Vous prendrez cette route jusqu'au village, puis vous établirez une base temporaire ici, dans cette école abandonnée.
À partir de là, patrouille quotidienne dans un rayon de 5 kilomètres. Radio toutes les 12 heures, fréquence habituelle. J'étudiais la carte en silence, mémorisant chaque courbe de niveau, chaque point d'eau, chaque sentier qui pourrait servir de voie d'évacuation en cas de problème. C'était ma spécialité, lire le terrain comme un livre ouvert. Marcel, lui, s'occupait toujours des hommes, de leur morale, de leurs petits problèmes quotidiens. Moi, je m'occupais de les ramener vivants. Question, avait demandé le capitaine. Le sergent Bertrand, un Breton qui avait déjà fait l'Indochine, avait toussé avant de parler. « Mon capitaine, les populations civiles, quelle est la consigne ? Contrôle d'identité systématique, fouille si nécessaire, mais pas de brutalités inutiles. Nous sommes ici pour pacifier, pas pour terroriser. Les cœurs et les esprits, messieurs. C'est comme ça qu'on gagne cette guerre. » Marcel m'avait glissé à l'oreille, facile à dire depuis son bureau climatisé. J'avais réprimé un sourire. Marcel avait toujours eu le don pour détendre l'atmosphère avec ses remarques à voix basse. Le capitaine avait refermé la carte d'un geste sec. Départ à 6h30 précise. Équipement complet, vivres pour 4 jours, munitions réglementaires. Et messieurs, il avait marqué une pause, son regard balayant chacun d'entre nous. Revenez-moi tout vivant. 30 minutes plus tard, nous étions dans la cour de la caserne. 2 jeeps Willys, 12 hommes, tout l'équipement nécessaire pour survivre 3 jours dans un territoire hostile. Marcel vérifiait une dernière fois son FM 24-29, cette mitrailleuse légère qu'il maniait comme un violoniste manie son archet. Moi, j'avais mon MAS-49, ce fusil semi-automatique qui ne m'avait jamais fait défaut. Alors, les jumeaux, prêts pour une petite promenade de santé, avait lancé le sergent Bertrand en montant dans la première jeep. Marcel avait éclaté de rire. « Prêt, chef ? Henri a déjà calculé le meilleur itinéraire pour éviter les embuscades. Pas vrai, Henri ?» J'avais hoché la tête en m'installant au volant. C'était vrai. J'avais passé une partie de la nuit à étudier les rapports des patrouilles précédentes, à noter les endroits où des accrochages avaient eu lieu, les points où l'ennemi avait tendance à tendre ses embuscades. Statistiquement, nous avions 90% de chances de passer 3 jours tranquilles et de rentrer sans avoir tiré un seul coup de feu. Les statistiques, quelle blague. Marcel s'était installé à côté de moi, son FM calé entre les genoux, le regard déjà tourné vers les montagnes qui se dessinaient à l'horizon dans la lumière dorée du matin naissant. Il avait sorti de sa poche la photo de Simone et l'avait fixée au tableau de bord avec un bout de Chatterton. Comme ça, elle nous portera bonheur, il avait dit avec ce sourire qui lui illuminait tout le visage. J'avais démarré le moteur. Derrière nous, la 2e Jeep avec les 8 autres hommes de la section attendait le signal. Devant nous, la route qui menait vers Sidi Meriem s'étirait comme un ruban gris dans le paysage ocre et hostile. « Allez-y, Henri !» avait crié le sergent Bertrand. « Direction l'aventure !» Marcel s'était mis à siffloter la mer de Charles Trenet. Ce putain de petit air joyeux qui me hante encore aujourd'hui, 69 ans plus tard. Chaque fois que j'entends cette chanson à la radio, j'ai envie de vomir. Nous avons roulé pendant 2 heures sur cette route défoncée par les pluies d'hiver entre des collines pelées où ne poussait qu'une herbe jaune et clairsemée. De temps en temps, nous croisions un berger avec son troupeau de chèvres ou une famille de nomades avec leurs ânes chargés de tout leur maigre avoir. Ils nous regardaient passer avec cette expression neutre, indéchiffrable, qu'avaient tous les civils algériens quand ils voyaient des soldats français. Amis ou ennemis, impossible à dire. C'était le piège de cette guerre. Tout le monde avait l'air innocent en plein jour. Marcel avait arrêté de siffler, il regardait maintenant le paysage avec plus d'attention, le doigt sur la détente de son FM. L'insouciance du départ commençait à faire place à cette tension familière qui vous prend aux tripes quand vous pénétrez en territoire ennemi. « Tu sens quelque chose, Henri ?» il m'avait demandé à voix basse. J'avais ralenti pour négocier un virage serré entre 2 amoncellements de rochers. Pas encore, mais on arrive dans la zone sensible. Le village de Sidi Meriem était apparu au détour d'un col, accroché au flanc d'une colline comme un nid d'aigle. Quelques maisons de pisé, une petite mosquée aux minarets effrités, des jardins en terrasse où poussaient quelques oliviers rachitiques.
L'école abandonnée où nous devions établir notre base se trouvait à l'entrée du village. Un bâtiment rectangulaire, au toit de tôle ondulée, avec des murs aveugles percés de quelques fenêtres sans vitres. Parfait pour une embuscade. Marcel avait dû avoir la même pensée que moi parce qu'il avait armé son FM d'un geste discret. « On y va doucement », j'avais murmuré dans le micro de la radio. « Position de combat. » C'est là que tout a basculé. Là que ma vie s'est arrêtée pour toujours, même si mon cœur a continué à battre pendant 69 ans de plus. 15h30. Le soleil d'Algérie tapait dur sur nos casques, transformant nos uniformes en véritables fours. Nous avions établi notre base dans l'école abandonnée comme prévu, et maintenant, il fallait explorer les alentours. Marcel essuyait la sueur qui coulait dans ses yeux, son FM en bandoulière, prêt à partir pour la première patrouille de reconnaissance. « Henri, on prend quel secteur ?» il avait demandé en consultant sa boussole. J'avais pointé du doigt un sentier qui serpentait vers le nord, entre deux lignes de crêtes rocheuses. Là-haut, on vérifie ces grottes que le capitaine a mentionnées. Le sentier était étroit, à peine assez large pour marcher en file indienne. Marcel ouvrait la marche, comme toujours. Moi je couvrais ses arrières, le regard balayant constamment les hauteurs, où un tireur embusqué aurait pu se cacher. Derrière nous, le caporal Durand et les soldats Moreau et Petit suivaient en silence, leurs armes prêtes. L'air sentait la poussière chaude et les herbes sèches. Parfois, une pierre roulait sous nos pas avec un bruit sec qui résonnait entre les parois rocheuses. Marcel s'arrêtait alors, levait la main pour nous faire stopper, tendait l'oreille. Puis il repartait, son FM pointé vers l'avant. Au bout d'une demi-heure de marche, nous sommes arrivés devant l'entrée d'une grotte profonde qui s'enfonçait dans la montagne comme une gueule béante. L'endroit idéal pour cacher des armes ou des munitions. Marcel a sorti sa lampe torche et l'a allumée. « J'y vais », il a chuchoté. « Non, on y va ensemble », j'ai répondu. « Jamais seul, tu le sais bien », il a souri. Ce putain de sourire qui me hante encore. « T'as raison, frangin. Ensemble, toujours. » Nous sommes entrés dans la grotte côte à côte, nos lampes balayant les parois humides où des chauves-souris pendaient la tête en bas. L'air était frais, presque froid, après la chaleur écrasante du dehors. Nos pas résonnaient sur le sol rocailleux. Au fond, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Des caisses de munitions vides, des traces de campements récents, des mégots de cigarettes encore frais. « Bingo !» a murmuré Marcel. Ils étaient là il y a peu. J'ai ramassé un mégot et les reniflé. Moins de 24 heures, ils reviendront sûrement. Nous sommes ressortis de la grotte pour faire notre rapport radio. Marcel était excité par cette découverte. Pour lui, c'était la preuve qu'on faisait du bon travail, qu'on servait à quelque chose dans cette guerre de merde. « Allô base, ici patrouille Alpha », j'ai dit dans le micro. « Objectif atteint. Cache d'armes découverte. Demandons instruction. » La voix du capitaine Roussel a grésillé dans l'écouteur. « Bien reçu Alpha. Restez en observation. Renforts en route. » Marcel a consulté sa montre. 16 heures. Les renforts seront là dans combien de temps? 1 heure minimum, j'ai répondu. Il faut qu'on surveille cette grotte en attendant. Nous avons pris position sur un éperon rocheux qui dominait l'entrée de la grotte. Vue imprenable sur tout le secteur. Marcel a installé son FM sur son bipied, moi j'ai sorti mes jumelles. Les autres hommes se sont déployés en demi-cercle pour couvrir nos flancs. C'est là que j'ai fait l'erreur de ma vie. 17h15, un mouvement dans les buissons, en contrebas. J'ai ajusté mes jumelles et j'ai vu 3 hommes en djellaba qui remontaient vers la grotte par un sentier caché. Ils portaient des armes, 2 fusils de chasse et ce qui ressemblait à un fusil mitrailleur. « Marcel, contact !» 3 hommes armés direction grotte. Il a pivoté son FM vers la cible. « Je les vois, on fait quoi ?»« On attend qu'ils soient plus près. Après on les somme de se rendre. » Les 3 hommes avançaient prudemment, s'arrêtant souvent pour scruter les environs. Le plus grand, celui qui portait le fusil mitrailleur, faisait des signes aux 2 autres. Il savait qu'on était là. C'était un piège. « Henri », Marcel a chuchoté, « ça sent mauvais. Ils nous ont repérés. »« Je sais. Prépare-toi à... » L'explosion. Une mine artisanale avait été placée sur le sentier, exactement à l'endroit où nous devions redescendre vers l'école.
Je l'ai vu exploser dans mes jumelles, un geyser de terre et de fumée noire qui a déchiré l'air comme un coup de tonnerre. Les Félagas nous avaient tendu une embuscade parfaite, nous attirer vers la grotte, nous faire prendre position sur cette corniche, puis déclencher la mine pour nous couper la retraite. « Putain, ils nous encercent !» a crié le caporal Durand. C'est à ce moment-là que j'ai vu le fil. Un fil de fer presque invisible, tendu à hauteur de cheville, exactement là où Marcel allait poser le pied pour changer de position. Une deuxième mine, plus petite, plus vicieuse, destinée à tuer celui qui s'approcherait trop près du bord de la corniche. « Marcel, le fil !» J'ai tendu le bras vers lui. Nos doigts se sont frôlés. Une fraction de seconde. Ses yeux bleus ont croisé les miens, et j'y ai lu la surprise, puis la peur, puis cette résignation terrible qu'ont les hommes qui comprennent qu'ils vont mourir. Le fil s'est tendu sous son pied. Boum! L'explosion l'a soulevé de terre comme une poupée de chiffon. Son corps a volé vers l'arrière, vers le vide, vers les rochers acérés qui bordaient le ravin. J'ai vu son visage se tordre de douleur, j'ai vu le sang jaillir de sa bouche, j'ai vu ses yeux me fixer une dernière fois avant qu'ils ne disparaissent dans l'abîme. « Marcel !» Son cri, ce putain de cri qui me réveille toutes les nuits depuis 69 ans. Pas un cri de douleur, pas un cri de peur, non, un cri de reproche, comme s'il me disait « Pourquoi tu ne m'as pas tiré vers toi? Pourquoi tu ne m'as pas sauvé ?» Je me suis précipité vers le bord du ravin. En bas, son corps gisait sur les rochers, immobile, cassé. Du sang s'écoulait de sa tête fracassée et se perdait entre les pierres. Ses yeux grands ouverts fixaient le ciel, mais il ne voyait plus rien. La photo de Simone s'était échappée de sa poche de poitrine et voltigeait dans le vent chaud du désert. « Henri, baisse-toi !» a hurlé le caporal Durand. Les Félagas tiraient maintenant de partout. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes, ricochaient sur les rochers, faisaient voler des éclats de pierre. Je suis resté là, debout, à regarder le corps de mon meilleur ami, complètement indifférent au danger. J'aurais dû mourir ce jour-là. J'aurais dû prendre cette balle qui a effleuré mon casque. J'aurais dû rejoindre Marcel dans la mort, comme je l'avais rejoint dans la vie. Mais les balles ne m'ont pas touché. Le destin avait décidé que je vivrais avec cette culpabilité pour le restant de mes jours. Les renforts sont arrivés 1 heure plus tard. Ils ont mis les Félagas en fuite et ont récupéré le corps de Marcel. Moi, j'étais assis au bord du ravin, incapable de parler, incapable de bouger. Le médecin militaire a dit que j'étais en état de choc. État de choc. Quelle blague! J'étais en état de mort. Mon âme était restée dans ce ravin avec Marcel. Le lieutenant Moreau est venu me parler le soir même, sous la tente de l'infirmerie de campagne. « Dubois, ce qui s'est passé, ce n'était pas votre faute. Les mines, on ne peut pas toujours les voir à temps. Si, mon lieutenant, j'ai vu le fil, j'aurais pu le tirer en arrière. Vous avez essayé, j'ai interrogé les témoins. Vous avez tendu la main vers lui. Pas assez vite. Dubois, écoutez-moi bien. Dans cette guerre de merde, des hommes meurent tous les jours. Des meilleurs que nous, des plus jeunes, des pères de famille. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Mais si, j'y pouvais quelque chose. J'avais vu le fil 1 seconde avant Marcel. 1 seconde, une éternité. Si j'avais réagi plus vite, si j'avais crié plus fort, si j'avais sauté vers lui au lieu de tendre bêtement la main, Marcel serait rentré en France. Il aurait épousé Simone. Ils auraient eu des enfants. Il aurait repris la boulangerie de son père. Il aurait vieilli, comme moi. Il aurait eu des petits-enfants qui l'auraient écouté raconter ses histoires de guerre en buvant ses paroles. Au lieu de ça, il est mort à 20 ans dans un trou perdu de l'Algérie, à cause de ma lenteur, de ma putain de lenteur. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à ses parents. Comment expliquer à un père et à une mère que leur fils unique ne reviendrait jamais? Comment leur dire que c'était ma faute? J'ai déchiré la lettre. J'en ai écrit une autre. Je l'ai déchirée aussi. Finalement, j'ai laissé l'armée s'en charger. Notification officielle. Mort au service de la France. Médaille posthume, drapeau et discours patriotiques. Mais moi, je savais la vérité. Marcel était mort à cause de moi. Et 69 ans plus tard, je la sais toujours.
3 semaines après la mort de Marcel, alors que je croupissais encore à l'infirmerie militaire d'Alger, incapable de dormir, incapable de manger, incapable de regarder les autres soldats dans les yeux, un événement inattendu a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur cette journée maudite. Le capitaine Roussel est entré dans ma chambre d'hôpital, l'air grave, tenant à la main un dossier marqué « confidentiel ». Il s'est assis sur la chaise en métal à côté de mon lit, a posé le dossier sur ses genoux et m'a regardé longuement avant de parler. « Dubois, il faut que je vous dise quelque chose que vous n'allez pas aimer entendre. » J'ai tourné la tête vers lui. Depuis 3 semaines, je fixais le plafond de cette chambre blanche en rejouant sans cesse la scène dans ma tête. Le fil, l'explosion, le cri de Marcel, sa chute dans le ravin. Qu'est-ce que le capitaine pouvait me dire de pire que ce que je vivais déjà? La mission de Sidi Meriem, il a continué, ce n'était pas ce que vous croyiez. Il a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs photographies aériennes. Des clichés pris par les avions de reconnaissance, montrant notre secteur de patrouille sous tous les angles. « Regardez ça », il a dit en me tendant la première photo. « Prise 48 heures avant votre départ. » Sur l'image en noir et blanc, je voyais clairement la grotte où nous avions découvert le cache d'armes. Mais ce n'était pas ça qui m'a frappé. C'était ce qui l'entourait, un réseau complexe de tranchées et de positions fortifiées, parfaitement camouflées, invisibles depuis le sol. « Mon Dieu !» j'ai murmuré. « Exactement. Vous n'étiez pas tombé sur quelques félagaz isolés, Dubois. Vous étiez au cœur d'une base rebelle majeure. 60 hommes minimum, armement lourd, position préparée depuis des mois. » Il a sorti une deuxième photo, prise le lendemain de notre accrochage. La base avait été évacuée dans la nuit. Plus rien. Comme si 60 hommes armés s'étaient évaporés dans le désert. « Pourquoi vous me montrez ça, mon capitaine ?» Roussel a refermé le dossier d'un geste sec. « Parce que vous vous reprochez la mort de Fontaine, parce que vous croyez que vous auriez pu le sauver. J'ai vu le fil 1 seconde avant lui. Si j'avais réagi plus vite... » « Dubois, fermez-la et écoutez-moi. » Sa voix était dure, cassante. Cette embuscade était parfaite. Il vous attendait. Il connaissait votre itinéraire, vos habitudes, votre façon de procéder. Quelqu'un les avait renseignés. Le sang s'est glacé dans mes veines. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y avait une taupe dans votre section. Les mots ont mis plusieurs secondes à pénétrer dans mon cerveau. Une taupe. Un traître. Quelqu'un parmi nous travaillait pour l'ennemi. Qui? J'ai demandé dans un souffle. Le capitaine a hésité. Puis il a sorti une dernière feuille du dossier. Un rapport d'enquête interne classé « Secret défense ». Le caporal Durand. Nous l'avons arrêté hier soir. Il a avoué. Ça faisait 8 mois qu'il vendait des informations aux rebelles. Mouvement de troupes, itinéraire de patrouille, effectif. Tout. Durand. Ce breton taciturne qui ne parlait jamais de sa famille, qui recevait peu de courriers, qui semblait toujours avoir de l'argent pour les permissions. Comment avions-nous pu être aussi aveugles? Il savait pour la grotte, a continué Roussel. Il savait que vous alliez tomber dans le piège, et il n'a rien dit. J'ai fermé les yeux. Dans ma tête, je revoyais Durand ce jour-là. Son calme étrange pendant le briefing, sa façon de rester en arrière pendant la patrouille. Et surtout, son absence totale de surprise quand les premiers coups de feu avaient éclaté. Les mines, j'ai demandé, posées spécialement pour vous. Durand leur avait dit que vous prendriez position sur cette corniche. Il connaissait vos méthodes, votre façon de choisir les points d'observation. Ils ont eu tout le temps de préparer le terrain. La nausée me montait à la gorge. Tout était prémédité. La grotte, l'embuscade, les mines. Marcel et moi, nous n'avions jamais eu la moindre chance de nous en sortir vivants. Pourquoi? J'ai murmuré. Pourquoi Durand a fait ça? Roussel a rangé les documents dans le dossier. L'argent et une maîtresse algérienne qui le faisait chanter. Pathétique. Il s'est levé, a fait quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Dehors, la vie continuait. Des soldats traversaient la cour de la caserne en riant. Le soleil brillait sur les palmiers.
Le monde tournait indifférent à ma douleur. Dubois, je vais vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Même si vous aviez réagi une seconde plus tôt, Fontaine serait mort quand même. Comment vous pouvez en être sûr? Parce qu'il y avait une troisième mine. Nous l'avons trouvée en fouillant le secteur, placée exactement là où vous vous seriez jetés tous les deux si vous aviez évité la première. J'ai senti mes mains trembler. Une troisième mine. Ils avaient tout prévu. Quel que soit notre mouvement, nous étions morts. Ils voulaient éliminer les jumeaux, a dit Roussel. Vous étiez trop efficaces ensemble. Durand leur avait dit que tant que vous seriez en vie, vous feriez mal au réseau rebelle de la région. Un piège parfait. Nous étions des hommes morts avant même de partir en patrouille ce matin-là. Le capitaine s'est retourné vers moi. Vous avez survécu par miracle, Dubois. Un pur hasard. La deuxième mine était défectueuse. Elle n'a explosé qu'à moitié. C'est pour ça que Fontaine a été projeté vers l'arrière, au lieu d'être déchiqueté sur place. J'ai repensé à ce moment terrible. Le bruit de l'explosion, plus sourd que prévu. Le corps de Marcel qui volait intact vers le ravin, au lieu d'être pulvérisé. Ce que j'avais pris pour un miracle, le fait qu'il soit resté entier, était en réalité la preuve que quelque chose avait mal fonctionné dans le plan de nos ennemis. Et la troisième mine? Désarmée avant l'arrivée des renforts, les Felagaz ont dû la neutraliser en se repliant, pour éviter de se faire piéger eux-mêmes. Roussel s'est rassis, m'a regardé droit dans les yeux. Dubois, vous vous torturez depuis 3 semaines pour rien. Vous n'auriez rien pu faire, même Superman n'aurait rien pu faire. Mais cette révélation, au lieu de me soulager, m'a enfoncé encore plus profondément dans ma culpabilité. Parce que maintenant, une nouvelle question me hantait. Pourquoi moi? Pourquoi Marcel était-il mort et pas moi? Pourquoi la mine défectueuse l'avait-elle touché lui et épargné moi? Il y a autre chose, a dit le capitaine en se levant pour partir. Fontaine, juste avant l'explosion, il vous a poussé. Quoi? Les témoins l'ont confirmé. Au moment où il a vu le fil se tendre sous son pied, il vous a repoussé de la main gauche, pour vous éloigner de la deuxième mine. C'est pour ça que vous n'avez eu que des éclats dans le bras. J'ai porté machinalement ma main à mon bras gauche, là où les médecins avaient extrait 3 morceaux de métal, des blessures superficielles, rien comparé à ce qui aurait dû m'arriver. Il vous a sauvé la vie, Dubois. Même en mourant, il pensait encore à vous protéger. Roussel est parti, me laissant seul avec cette vérité insoutenable. Marcel ne m'avait pas regardé avec reproche dans ces derniers instants. Il m'avait sauvé. Encore une fois, comme il l'avait toujours fait. Et moi, pendant 3 semaines, je l'avais haï pour ce regard que j'avais cru voir dans ses yeux mourants. Un regard qui n'avait existé que dans ma culpabilité et mon imagination. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'embuscade, j'ai pleuré. Pas de culpabilité, mais de chagrin pur. Marcel était mort en héros. Il m'avait sauvé la vie au prix de la sienne, et moi, je l'avais trahi dans mes pensées en l'accusant de me reprocher mon échec. Le traître, ce n'était pas moi, c'était Durand. Mais cette découverte, au lieu de me libérer, m'a ouvert une blessure encore plus profonde. Maintenant, je savais que j'avais survécu grâce au sacrifice de mon meilleur ami. Et ça, c'était 1000 fois plus lourd à porter que ma culpabilité imaginaire. Parce que maintenant, il fallait que je vive une vie qui vaille ce sacrifice. Et comment faire ça quand on a 20 ans et qu'on vient de perdre son frère? Le retour en France, en juillet 1962, a été plus difficile que tout ce que j'avais vécu en Algérie. Au moins là-bas, j'avais une mission, un objectif, des compagnons qui comprenaient ce que nous vivions. Ici, à Marseille, sur le quai où nous avons débarqué du transport de troupes ville d'Alger, je me suis retrouvé seul, au milieu d'une foule qui nous regardait comme des étrangers. Pas d'accueil triomphal. Pas de merci pour votre service. Juste des regards fuyants et un silence pesant. La guerre d'Algérie, personne ne voulait en entendre parler. C'était une page qu'il fallait tourner rapidement, oublier, enfouir. Nous, les soldats qui revenions, on était les témoins gênants d'une histoire que la France préférait effacer. Ma mère m'attendait sur le quai, vieillie de 10 ans en 3 ans d'absence. Elle m'a serré dans ses bras en pleurant, mais j'étais incapable de pleurer avec elle.
Je sentais son chagrin, sa joie de me retrouver vivant, mais moi, j'étais vide. Comme si une partie de mon âme était restée dans ce ravin avec Marcel. « Mon Henri », elle répétait en me caressant les cheveux, « mon petit Henri, tu es revenu. » Mais non, je n'étais pas revenu. Pas vraiment. Le Henri qui était parti en Algérie était mort le 15 mars 1960 à 15h36, en même temps que Marcel. Celui qui était rentré en France, c'était juste son fantôme. Les premiers mois ont été un enfer. Je vivais chez mes parents, dans ma chambre d'enfant, avec ses livres de classe et ses jouets rangés exactement comme je les avais laissés. La nuit, je me réveillais en hurlant. Le jour, je restais assis des heures sans bouger, à fixer le mur. Ma mère me préparait mes plats préférés. Mon père me parlait de reprendre mes études, de refaire ma vie. Mais comment refaire une vie quand on se sent mort à l'intérieur ? C'est à cette époque que j'ai commencé à boire. Pas beaucoup au début, juste un verre de pastis le soir pour m'aider à m'endormir. Puis 2, puis 3, puis toute la bouteille. L'alcool noyait les cauchemars, étouffait le cri de Marcel qui résonnait sans cesse dans ma tête. Un soir de septembre 1962, complètement ivre, j'ai pris la voiture de mon père et j'ai roulé jusqu'à Lyon. J'avais décidé d'aller voir les parents de Marcel, de leur dire la vérité sur la mort de leur fils, que c'était ma faute, que j'aurais dû mourir à sa place, que leur Henri méritait de vivre bien plus que moi. Je me suis arrêté devant la boulangerie Fontaine, rue de la République. À travers la vitrine, j'ai vu Monsieur Fontaine qui arrangeait ses pains pour le lendemain. Il ressemblait tellement à Marcel que j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Les mêmes yeux bleus, la même façon de pencher la tête quand il réfléchissait. Je suis resté là 1 heure, assis dans la voiture, à le regarder travailler. Finalement, je n'ai pas eu le courage d'entrer. Comment dire à un père que son fils était mort à cause de moi ? Comment détruire le peu de paix qu'il avait peut-être trouvé ? Je suis reparti sans descendre de voiture. C'est en rentrant à Avignon que j'ai rencontré Marguerite. Ma voiture était tombée en panne sur la route nationale, près de Saint-Rémy. Elle passait à vélo, revenait de l'école où elle enseignait. Elle s'est arrêtée, m'a proposé d'aller chercher un mécanicien au village. « Ça va ?» elle m'avait demandé en voyant ma tête. « Vous avez l'air triste. » Triste, quel euphémisme. J'étais détruit, anéanti, mort vivant. Mais dans ses yeux verts, j'ai vu quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps. De la compassion sans question, de la douceur sans jugement. « Ça va aller ?» J'avais menti. Elle m'a souri. C'est ce qu'on dit toujours quand ça ne va pas du tout. Marguerite. Elle a été ma planche de salut. Pas tout de suite. Au début, je la fuyais. Je ne méritais pas son attention, sa gentillesse. Mais elle insistait, passait me voir, m'invitait à prendre un café, me parlait de ses élèves, de ses livres, de la beauté des couchers de soleil en Provence. Elle ne m'a jamais demandé ce qui s'était passé en Algérie. Elle attendait que les mots viennent d'eux-mêmes. Et un soir de décembre 1962, assis sur un banc de la place de l'Horloge à Avignon, je lui ai tout raconté. Marcel, l'embuscade, ma culpabilité, ma conviction que j'aurais dû mourir à sa place. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa main sur la mienne. « Henri, » elle a dit doucement, « vous avez survécu pour une raison. Peut-être que cette raison, c'est de témoigner pour ceux qui ne sont pas revenus. Peut-être que c'est de construire quelque chose de beau avec cette vie que votre ami vous a donnée. Je ne mérite pas cette vie. Ce n'est pas à vous d'en décider. Votre ami l'a décidé pour vous quand il vous a poussé loin de cette mine. Nous nous sommes mariés en juin 1963. Marguerite portait une robe simple en dentelle blanche, moi mon seul costume correct. Pendant la cérémonie, j'ai pensé à Marcel, à sa promesse d'être mon témoin de mariage. À la place, c'est mon cousin Robert qui a signé les registres. Mais dans mon cœur, Marcel était là. Il souriait comme il savait si bien le faire. La naissance de Pierre en 1964 a marqué un tournant. Tenir ce petit être fragile dans mes bras, sentir son cœur battre contre ma poitrine, voir ses yeux se poser sur moi avec cette confiance absolue des nouveau-nés. Pour la première fois depuis l'Algérie, j'ai eu l'impression d'être utile, d'avoir un rôle à jouer dans ce monde.
Mais les cauchemars continuaient. Chaque nuit ou presque, je me réveillais en criant le nom de Marcel. Marguerite me berçait comme un enfant, me répétait que ce n'était qu'un rêve, que j'étais en sécurité. Mais comment lui expliquer que dans mes rêves, c'était moi qui explosais sur cette mine, que dans mes cauchemars, c'était moi qui tombais dans le ravin pendant que Marcel tendait la main sans pouvoir me rattraper. En 1968, poussé par Marguerite, j'ai consulté un psychiatre à Marseille. Le docteur Lemoine, un homme âgé qui avait lui-même fait la guerre de 1914. Il connaissait les traumas de guerre, même si à l'époque, on ne parlait pas encore de stress post-traumatique. Monsieur Dubois, il m'avait dit lors de notre première séance, vous souffrez de ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. C'est très fréquent chez les anciens combattants. Comment on guérit de ça? On ne guérit pas. On apprend à vivre avec. Votre ami est mort, c'est un fait. Vous avez survécu, c'est un autre fait. Ni l'un ni l'autre ne changera jamais. La question c'est, que faites-vous de cette vie qu'il vous a donnée? Nous avons parlé pendant des mois. De Marcel, de la guerre, de ma culpabilité, mais aussi de mes projets, de ma famille, de ce que je voulais construire. Petit à petit, j'ai compris que ma souffrance était aussi une forme d'égoïsme. En me punissant sans cesse, en refusant d'être heureux, je trahissais le sacrifice de Marcel, plus sûrement que si j'avais vécu une vie de plaisir. Il vous a sauvé pour que vous viviez, répétait le docteur Lemoine, pas pour que vous vous morfondez pendant 50 ans. Un jour de 1975, j'ai écrit une lettre aux parents de Marcel. Pas pour leur avouer ma culpabilité, mais pour leur parler de leur fils tel que je l'avais connu. Sa générosité, son courage, son humour, sa façon de prendre soin des plus jeunes soldats. Je leur ai dit qu'il était mort, en héros, en sauvant un camarade. C'était la vérité. Ils m'ont répondu par une lettre magnifique. Ils me remerciaient de leur avoir rendu leur fils vivant, au-delà de la mort. Ils m'invitaient à venir les voir, à Lyon, quand je me sentirais prêt. J'y suis allé à l'automne 1975 avec Marguerite et nos 3 enfants. Monsieur et Madame Fontaine nous ont accueillis comme leur propre famille. Nous avons parlé de Marcel pendant des heures, échangé des souvenirs, ri et pleuré ensemble. Henri, m'a dit Monsieur Fontaine avant notre départ, Marcel nous a écrit dans sa dernière lettre qu'il avait trouvé en vous le frère qu'il n'avait jamais eu. Aujourd'hui, vous êtes notre fils aussi. Cette phrase m'a libéré d'un poids énorme. Pas de ma culpabilité, ça ne partira jamais complètement, mais de ma solitude. Je n'étais plus seul à porter le souvenir de Marcel. Sa famille le portait avec moi. Aujourd'hui, à 89 ans, je sais que j'ai construit une belle vie sur les fondations de ce sacrifice. 3 enfants qui ont grandi dans l'amour, 8 petits-enfants qui illuminent mes vieux jours, 57 ans de mariage avec la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Mais chaque soir, avant de m'endormir, je pense à Marcel. Je lui rends compte de ma journée comme un soldat fait son rapport à son supérieur. Je lui dis que j'ai bien utilisé cette vie qu'il m'a donnée. Et parfois, très rarement, je dors sans cauchemar. Ces nuits-là, j'ai l'impression qu'il me sourit dans mon sommeil. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre qui a changé ma vie une dernière fois. L'enveloppe portait un timbre algérien et une adresse que je ne connaissais pas. À l'intérieur, une lettre écrite en français hésitant signée Ahmed Ben Ali. « Monsieur Dubois », commençait la lettre, « je suis le fils de Mustapha Ben Ali, qui était avec les Moudjahidines dans les montagnes de l'Aurès en 1960. Mon père est mort l'année dernière, à l'âge de 85 ans. Avant de mourir, il m'a raconté une histoire que je dois vous transmettre. Mes mains tremblaient en lisant ces mots. Que pouvait me vouloir le fils d'un ancien rebelle algérien? Le 15 mars 1960, mon père était l'un des hommes qui ont tendu l'embuscade à votre patrouille près de Sidi Meriem. Il m'a dit qu'après l'explosion de la mine, il vous a vu rester debout au bord du ravin, exposé aux tirs, pour essayer de sauver votre camarade. Il m'a dit que ces hommes avaient ordre de vous abattre, mais qu'à ce moment-là, ils ont tous cessé de tirer. Parce qu'ils ont reconnu quelque chose qu'ils respectaient, l'amour d'un frère pour un frère. J'ai dû m'asseoir, le cœur battant. Marguerite est venue vers moi, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a, Henri ?» Je n'arrivais pas à parler. Je continuais à lire.
Mon père m'a dit que ce jour-là, il a compris que vous n'étiez pas seulement des ennemis. Vous étiez des hommes comme eux, qui aimiez vos frères d'armes comme eux aimaient les leurs. Il m'a fait promettre de retrouver votre trace et de vous dire ceci. Ils n'ont pas tué votre ami. C'est la guerre qui l'a tué, et la guerre n'a pas de nationalité. La lettre continuait. Mon père m'a aussi dit que votre ami, en vous poussant loin de la mine, leur a montré ce qu'était le vrai courage. Ils en parlaient encore 60 ans plus tard, autour du feu, quand les anciens se retrouvaient. L'histoire du jeune soldat français qui a sacrifié sa vie pour sauver son frère. Dans nos montagnes, nous l'appelons le brave de Sidi Meriem, Marcel, un héros même dans le camp ennemi. Même 60 ans plus tard, des hommes qu'il n'avait jamais rencontrés se souvenaient de son courage. Je vous écris, monsieur Dubois, parce que mon père m'a dit que si vous étiez encore vivant, vous portiez sûrement encore cette douleur. Il voulait que vous sachiez que votre ami n'est pas mort pour rien. Il est mort en montrant aux deux camps ce que signifie l'honneur. Et vous, en survivant, vous avez porté cet honneur pendant toutes ces années. Cette lettre, je l'ai lue des dizaines de fois. Puis j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait en 64 ans, retourner en Algérie. Marguerite a d'abord protesté. À mon âge, avec ma santé fragile, était-ce raisonnable ? Mais quand elle a vu ma détermination, elle a compris que j'avais besoin de boucler cette boucle. En octobre dernier, accompagné de mon fils Pierre, je suis retourné sur les lieux de l'embuscade. Le paysage avait peu changé. Les mêmes montagnes ocres, le même ciel bleu impitoyable, la même chaleur sèche qui vous brûle les poumons. Ahmed Ben Ali nous attendait au village de Sidi Meriem. Un homme de 60 ans, instituteur retraité, qui ressemblait étrangement à son père d'après les photos qu'il m'a montrées. Il nous a conduits jusqu'au ravin où Marcel était mort. L'endroit était paisible. Des herbes folles avaient poussé entre les rochers. Un figuier de barbarie s'épanouissait là où le sang de mon ami avait coulé. La nature avait repris ses droits sur la violence des hommes. « Monsieur Dubois, m'a dit Ahmed, mon père m'a chargé de vous remettre ceci. » Il a sorti de sa poche un petit objet métallique rouillé. Une plaque d'identité militaire française, celle de Marcel. Il l'a récupérée ce jour-là, après le départ de vos renforts. Il l'a gardée toute sa vie. Il disait que c'était pour ne jamais oublier que derrière chaque ennemi, il y a un homme avec un nom, une famille, des rêves. J'ai pris la plaque d'identité de Marcel dans mes mains ridées. Fontaine Marcel, né le 12-04-1940 à Lyon, 3e RPC. Si froide, si impersonnelle. Mais c'était tout ce qui restait de lui dans ce monde. Il y a autre chose, a continué Ahmed. Venez. Il m'a mené un peu plus loin, vers un cairn de pierre blanche qui marquait le lieu exact de l'explosion. À sa base, une plaque de métal portait une inscription en arabe et en français. À la mémoire du brave de Sidi Meriem et de tous ceux qui sont morts pour leurs frères. Les anciens du village l'ont érigé il y a 10 ans, a expliqué Ahmed, pour que leurs petits-enfants se souviennent qu'il peut y avoir de l'honneur même dans la guerre. Je me suis agenouillé devant ce monument improvisé, mes vieilles jambes craquant comme du bois sec. Pour la première fois depuis 64 ans, j'ai parlé à Marcel à voix haute. « Marcel, mon frère, tu m'entends? J'ai vécu cette vie que tu m'as donnée. J'ai été un bon mari, un bon père, un bon grand-père. J'ai essayé d'être digne de ton sacrifice. Mais maintenant, je suis fatigué et j'ai hâte de te retrouver. » Le vent du désert a emporté mes paroles vers les montagnes. Ahmed et Pierre respectaient mon silence, debout un peu en retrait. Quand je me suis relevé, j'ai senti quelque chose de différent en moi, une paix que je n'avais jamais connue. Comme si Marcel m'avait enfin pardonné ma lenteur, ma seconde de retard qui avait changé nos destins. Le voyage de retour a été long, mais serein. Dans l'avion qui me ramenait vers Marseille, j'ai regardé défiler l'Algérie sous les nuages. Cette terre qui nous avait tant pris, mais qui venait aussi de me rendre quelque chose d'inestimable. La certitude que le sacrifice de Marcel avait eu un sens. Aujourd'hui, à 89 ans, je vis mes derniers automnes dans cette maison d'Avignon, où j'ai été heureux. Mes petits-enfants viennent me voir le dimanche, et maintenant, quand ils me demandent de raconter mes histoires de guerre, je leur parle de Marcel.
de son courage, de sa générosité, de son sacrifice. Je leur explique que parfois, dans les moments les plus sombres de l'histoire, des hommes ordinaires accomplissent des actes extraordinaires. Grand-père, m'a demandé ma petite Emma la semaine dernière, tu vas retrouver Marcel quand tu seras au ciel? J'espère, ma chérie, j'espère. Mes nuits sont devenues plus calmes. Oh, je me réveille encore parfois en sursaut, le cœur battant. Mais maintenant, quand j'entends le cri de Marcel dans mes rêves, ce n'est plus un cri de reproche. C'est un cri d'encouragement. Comme s'il me disait « Vas-y, Henri, continue à vivre, continue à témoigner ». Alors je continue. Pour lui, pour tous ceux qui ne sont pas revenus. Pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui portez peut-être vos propres fardeaux, vos propres culpabilités. La guerre m'a pris mon meilleur ami. Mais elle m'a aussi appris quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes jamais seuls. Nos morts nous accompagnent, nos vivants nous soutiennent, et même nos anciens ennemis peuvent devenir nos frères si nous savons reconnaître notre humanité commune. J'ai 89 ans. Mes mains tremblent, mes jambes faiblissent. Ma mémoire parfois s'efface, mais je n'ai jamais oublié le visage de Marcel. Je n'oublierai jamais son sourire, son courage, son amour fraternel. Et vous, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, si vous portez une culpabilité qui vous ronge, si vous pensez que votre vie ne vaut pas grand-chose, rappelez-vous ceci, tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, vous avez la possibilité de donner un sens à votre présence sur cette terre. Moi, j'ai mis 64 ans à le comprendre vraiment. Vous, peut-être que vous y arriverez plus vite. Racontez-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Dites-moi si cette histoire vous a touché, si elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Et surtout, n'oubliez jamais, nous sommes tous des frères d'armes dans cette bataille qu'on appelle la vie. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, d'autres témoignages de ceux qui ont vécu l'inimaginable et qui ont trouvé la force de continuer, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que tant qu'il y aura des gens pour écouter, il y aura des anciens pour témoigner. Au revoir, mes amis, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Marcel, si tu m'entends là-haut, mission accomplie. Je t'ai rendu fier.